Bonjour Sarah Najar. Bonjour. Vous venez nous présenter Un souffle à l'aube, un roman graphique, c'est édité chez Slatkin. Et assez vite, on comprend cette histoire. C'est un petit personnage qui pendule chaque jour, qui habite à Lausanne, qui travaille à Berne, c'est une jeune femme, et qui travaille dans un guichet de financement. Voilà, jusque-là, les choses sont pesées. Mais assez vite, il y a ce leitmotiv, métro, boulot, pas dodo. Et en fait, ce personnage, cette femme, n'arrive pas à dormir du tout. Insomnie sur insomnie. Pourquoi ce thème-là ? C'est basé sur un récit de vie personnelle que j'ai adapté pour cette histoire. Et le personnage, comme moi, en fait, s'est rendu à l'enterrement de cette amie qui s'est suicidée. Et du coup, elle n'a plus dormi depuis cet enterrement et durant des mois. Et donc, ça a été le cas pour moi aussi. Je vous cite, « Il y a deux temporalités dans ma vie, des journées qui passent à toute vitesse et des nuits interminables. À mesure que le soir arrive, l'angoisse de l'insomnie me guette. » C'est vraiment un cercle vicieux. Exactement, c'est un cercle vicieux auto-généré. Donc, en fait, elle est dans cette vie qui l'ennuie parce qu'elle s'ennuie dans son travail, ça ne fait pas de sens pour elle. Et puis, le soir, elle fait la crêpe dans son lit et elle a toutes ses pensées non résolues autour de cette mort qui l'obsède et auxquelles elle n'arrive pas à donner de réponse. Et elle essaye plein de méthodes pour essayer de dormir, d'aller mieux, on y reviendra, mais on comprend aussi qu'il y a le regard des autres. Les gens qui ne dorment pas, de temps en temps, lui disent « Comment tu fais pour ne pas dormir ?» Oui, c'est quelque chose, ça m'était arrivé aussi parce qu'il y a des gens qui dorment super bien. Et puis, en tout cas, dans mon cas, c'était l'impossibilité de tomber dans le sommeil. Et donc, c'est ce que je raconte avec ce personnage qui a beau prendre des tisanes, des bains, des médicaments, il n'y a rien qui marche. Et finalement, il va falloir chercher d'autres solutions pour retrouver le sommeil. Et ça passe par un parcours peut-être un peu plus long. C'est presque de la survie, hein. Quand on voit votre histoire et votre histoire personnelle peut-être aussi. Oui, quand on ne dort plus, je pense qu'on est dans une espèce de zone grise comme ça, où on survit effectivement chaque jour et puis on a peu d'énergie, on essaie de l'utiliser autant que possible, mais c'est vrai que c'est très désagréable. 30% de la population est concernée par un trouble du sommeil qui nécessite un traitement. Alors là, on revient aux chiffres. Et puis, il y a beaucoup d'études qui sont menées parce que l'insomnie, évidemment, en Suisse, ça fait mauvais genre parce que c'est un obstacle à l'économie. Oui, c'était une des thèses de Jean Ziegler qui explique que dans cette époque capitaliste, en fait, on utilise l'homme comme une machine qui produit. Et puis finalement, la mort dérange parce qu'elle vient arrêter ce cycle de production. Et du coup, voilà, ça questionne un peu tout ce rapport-là. Et voilà. Et vous racontez aussi dans ce livre que quand votre personnage va voir le médecin, il lui dit « Non, mais vous prenez ces cachets, ces comprimés, et ça ira mieux, rentrez chez vous. » Et ce personnage, peut-être vous aussi, a l'impression de ne pas être du tout compris par le milieu médical qui est censé être à l'écoute. Exactement. Je pense qu'en général, déjà, le thème de l'insomnie est assez peu traité ou assez peu discuté, alors que j'ai rencontré plein de gens qui me disent « Ah, mais moi aussi, je ne dors pas ». Et donc, je pense qu'on en parle peu et que c'est d'autant plus difficile de gérer ça. Et puis, par rapport aux médecins, ça a été, dans l'histoire, c'est réglé en 10 minutes. Hop, prenez la pilule et puis partez. Et on ne s'intéresse pas à la cause. Et en tout cas, moi, j'aurais souhaité qu'on me donne plein de conseils qui relèvent du bon sens, je pense, comme par exemple, dans la littérature, lire des livres sur ce thème, déjà, c'est extrêmement nourrissant. Et quand vous avez toutes ces heures la nuit à ne rien faire, finalement, autant s'instruire. Et puis les massages, le sport, le yoga ou une balade en forêt. Voilà, c'est des choses simples. J'aurais aimé qu'on me dise, mais faites ça, essayez. Votre personnage le fait, ce Oui. rituel, a tout essayé. Vous-même, qu'est-ce qui a fonctionné finalement, un mélange de tout ça ? Oui, alors ce qui a vraiment créé le déclic chez moi, c'était les méditations guidées. C'est des audios qu'on écoute et une nuit j'ai dormi grâce à ça et voilà, j'en parle dans l'histoire, mais sinon tout ce qui est être au contact de la nature, je pense c'est extrêmement puissant, beaucoup plus que ce qu'on imagine et ressourçant.
Ouais. Ce livre-là, vous le voulez comme un livre de conseil peut-être aux insomniaques? Ouais, c'était mon souhait de laisser une sorte de caisse à outils. En fait, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me les dise. Du coup, je les mets à disposition. L'insomnie, elle est due à ce deuil, évidemment, qui crée une dépression. Et vous parlez beaucoup de la mort aussi dans ce livre. C'est deux thèmes qui sont vraiment mis en parallèle. D'où votre titre, hein, vous interrogez la notion de la mort. Je vous cite juste à un moment. Peut-être que le deuil serait plus facile à vivre si depuis tout petit on nous montrait les corps des morts. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Ah, vraiment, oui. Pour ma part, j'ai pas vu de corps mort avant l'âge de 30 ans et je pense que c'est vraiment dommage parce que j'ai une copine qui vient d'un village sarde et elle m'explique que chez elle, depuis toute petite, on les emmène dans les maisons voir les cadavres, leur rendre hommage à la famille, aux morts. Et puis du coup, cette mort fait partie de la vie quotidienne et chez nous, elle est complètement cachée. Donc en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus choqués quand ça arrive et on a moins de ressources pour y faire face. Ouais. La mort, c'est un sujet pour vous qui est compliqué à aborder. On devrait plus en parler dans le quotidien, pas seulement dans la littérature, mais c'est la suite finalement de la vie. Hein. Oui, non seulement en parler, mais je pense qu'on pourrait même la fêter comme le font les Mexicains, ce que je trouve absolument génial, qu'on puisse aller dans les cimetières, qu'on parle à nos morts, qu'on puisse rire de choses qu'ils ont fait. Je pense que c'est aussi cette légèreté-là qui nous manque ici, où la mort est très lourde et très on la cache. Angoissante. On l'évacue très vite. Et oui, c'est rendre service à personne que de faire ça. Votre personnage, notamment, va sur la tombe et discute, papote. Ça, vous le faites ou pas? Oui, moi j'aime bien me balader dans les cimetières et j'aime vraiment bien regarder les tombes parce que je trouve qu'il y a des choses très amusantes parfois qui sont écrites. Donc j'aime bien aussi avoir ce sens de l'humour sur des choses qui peuvent être peut-être un peu tristes à la base, mais j'aime bien rire de tout. Vous dites aussi qu'on est un peu biaisé par la mort, les morts qu'on voit dans les médias, l'actualité médiatique qui est toujours très sombre. Ça, c'est ce que vous ressentez aussi, ça vous pèse? C'est ce qui est aussi dans la littérature, donc c'est au-delà de moi, mais je pense qu'on est... On reçoit de manière omniprésente des informations très violentes autour de la mort, et c'est toujours une mort catastrophique qui fait peur. Et finalement, la mort naturelle, on n'y a pas accès, on ne la voit presque pas. Donc là, il y a quelque chose de très paradoxal. On a parlé du récit, parlons un petit peu de l'illustration, puisqu'on a ce personnage qui est en noir et blanc. Les paysages aussi sont en noir et blanc, disons que les structures sont en noir et blanc au crayon. Et puis on a à l'aquarelle des immenses taches très 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 colorées. Comment est-ce que vous avez construit ça? Pourquoi cette dichotomie finalement entre les deux? Le noir et blanc était une évidence pour moi. Déjà, c'est un outil que j'aime utiliser. Et puis, je trouvais que ça se prêtait très très bien à ce quotidien monotone assez sombre. Et l'aquarelle, ça me permettait d'exprimer l'explosivité des émotions. Et je pense que c'est inspiré d'un film qui s'appelle Plaisantville, que j'avais beaucoup aimé. C'est un feuilleton en noir et blanc où... deux personnes se trouvent bloquées dedans et commencent à sortir un peu de leur rôle et les choses se mettent à prendre la couleur. Donc voilà, je pense que ça m'a inspirée. Quel retour vous avez du public, des lecteurs? J'ai des retours très touchants pendant les dédicaces. Beaucoup de gens très émus. Beaucoup de gens qui ont perdu un proche, qui vont l'offrir à quelqu'un qui a perdu un proche. Des insomniaques. J'ai des passionnés de BD aussi, mais c'est très touchant et très positif. Vous-même, de faire ce livre, ça vous a aidé à achever ce deuil et à aller mieux, ou est-ce que c'était déjà fait? C'était vraiment après, parce que j'étais incapable de créer quoi que ce soit quand j'étais dans ce cycle infernal d'insomnie. Mais après coup, c'était vraiment l'envie de partager et puis de faire sortir ces émotions. Merci infiniment Sarah Najjar, je rappelle Un souffle à l'aube et c'est aux éditions Slatkin, c'est très très beau, je vous le conseille vivement. Merci beaucoup Sarah et merci à vous de nous avoir suivis, bonne soirée.